peut-être beaucoup moins célèbre que la plupart des splendeurs qui font depuis des siècles la beauté d'Istanbul. Mais elle est magnifique, un peu cachée, toute simple et elle se mérite. L'église de Crimée du quartier de Beyoğlu. Située en haut d'une colline, il faut grimper les ruelles en pente de la cité, tourner la tête du bon côté pour ne pas manquer son histoire, reflet du passé de la Turquie. Construite en 1868, elle a été fondée 12 ans après la guerre de Crimée, à la mémoire des soldats britanniques morts au combat. Incontournable église de Crimée qui cache une toute autre histoire. Celle d'une Anglaise qui a révolutionné la santé publique britannique. Fatih Ardvilini est historien de la médecine et de l'éthique. Il nous raconte la destinée de Florence Nightingale. Une personnalité forte, têtue, née en 1820 dans une famille fortunée, puissante et cultivée, qui ne la prédispose en rien à devenir infirmière. Elle prend des cours particuliers, la musique, la peinture, la poésie, l'histoire et les mathématiques. Contrairement aux femmes de sa génération, Florence Nightingale refuse de se marier. Elle décide de devenir infirmière, une profession pas très honorable à l'époque. Pour ses parents, le métier d'infirmière n'en est pas un. Au XIXe siècle en Angleterre, les hôpitaux sont faits pour les pauvres et les infirmières sont pour la plupart des laissées pour compte, sans instruction, à qui l'on confie la garde des malades. Dès son plus jeune âge, Florence Nightingale entend des voix et pense que Dieu l'a appelée à son service. En 1837, quand elle a 17 ans, elle a une sorte de vision qu'elle interprète comme une appellation divine qui lui déclare qu'elle doit consacrer sa vie à aider les autres. Lorsqu'éclate la guerre de Crimée, qui oppose de 1853 à 1856 l'Empire russe à une coalition composée de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Empire ottoman et du Royaume de Sardaigne, Florence Nightingale s'engage dans l'armée à la tête d'un commando de 38 autres infirmières. Elle débarque à Istanbul et constate l'ampleur de la catastrophe. Selon ses dires, c'est un véritable royaume de l'enfer où règne une misère totale. Elle voit que les soldats sont désespérément étendus sur le sol, du bois sec. Il y a un surpeuplement, des carences alimentaires, une atmosphère insalubre. C'est un hôpital où les gens sont seuls et où on laisse mourir les soldats. La plupart des morts résultent de maladies comme la diarrhée, la dysenterie, le choléra, le typhus, des maladies qui se propagent rapidement. L'une des premières choses qu'elle fait est de créer un environnement chaud, trouvant des couvertures pour les soldats, pour au moins les protéger du froid. Ensuite, elle s'occupe de la propreté des chambres de l'hôpital. On sait qu'elle commande 300 balais brosses pour le nettoyage. La nuit, elle veille aussi. Elle écrit des lettres pour les soldats à leur famille, ne dort pas ou peu et invente, en quelque sorte, à elle seule, la permanence des soins. À des heures tardives, Florence Nightingale fait des rondes pour redonner du courage aux soldats, en particulier ceux qui sont dans une situation difficile. Elle se promène le long du couloir, toujours avec sa lampe, ce qui lui vaut le surnom de la Dame à la lampe. Pourtant, malgré tous ses efforts, la mortalité ne baisse pas. Elle aurait même augmenté. En cause, les eaux contaminées contre lesquelles Florence Nightingale ne peut pas lutter. Le ministre de la Défense envoie 6 mois plus tard une commission sanitaire et entreprend des investigations dans cet endroit. À la suite des recherches, cette commission découvre que la caserne est construite sur une canalisation, sur un égout. Des travaux de ventilation et de stérilisation sont entrepris
à la demande de Florence Nightingale. Une fois que l'endroit et l'infrastructure sont réparés et que les lieux sont propres, on voit qu'il y a véritablement une chute drastique du nombre de morts. Auréolée d'un prestige sans précédent à son retour en Angleterre en 1856, elle est reçue par la reine Victoria et devient une icône vivante. Florence Nightingale va continuer à travailler dans la discrétion. Elle rédige un rapport de plus de 1000 pages sur ses observations et elle inclut des statistiques, une nouveauté, ce qui lui vaut d'être élue en 1860 la première femme membre de la Société statistique. En plus d'améliorer les méthodes statistiques, elle rend aussi plus lisibles les nombres et les données pour les autorités décisives. Elle les rend plus compréhensibles et très accessibles grâce aux diagrammes qu'elle dessine spécialement elle-même et qu'on utilise encore aujourd'hui. Grâce aux comptes rendus et aux rapports statistiques qu'elle établit, on entreprend des réformes d'infrastructures dans l'armée britannique qui s'étendent jusqu'à l'architecture des hôpitaux. Son nom se fait entendre dans le domaine de la médecine, mais aussi dans une partie plus large de la société. Elle change la vision de l'infirmière auprès de la société, et notamment auprès des femmes éduquées, voire très éduquées. Elle raconte pendant toute sa vie, dans toutes ses œuvres, que c'est un métier honorable et digne de respect. Il faudra attendre 1922 pour que la profession d'infirmière soit enfin reconnue. Florence Nightingale meurt 12 ans plus tôt, à l'âge de 90 ans, après avoir publié Notes sur les soins infirmiers, devenu un best-seller. Elle crée aussi la première école d'infirmières en Angleterre, toujours en activité. Aujourd'hui encore, de nombreux établissements portent son nom, dont 4 grands hôpitaux en Turquie.